À la recherche du terrain perdu ou des terrains perdus pourrait être le sous-titre de cette émission. Israël, comment ça marche, comment faire quand on sait qu'on a peut-être un bien acheté par des ascendants, des grands-pères qu'on n'a peut-être même pas connus. On a entendu dans une famille que oui, on avait une maison dans un beau quartier du nord du pays, par exemple. Comment fait-on pour essayer de le récupérer quand on n'habite pas forcément en Israël, quand on ne connaît rien ni aux lois de ce pays, ni à l'hébreu? Pour en parler, une spécialiste en la matière. Elle s'appelle Sarah Cohen du cabinet Shor Cohen qui se trouve à Jérusalem. Elle a déjà expérimenté plusieurs dossiers de ce type. C'est vraiment très passionnant. Elle va nous en parler tout de suite. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Sarah Cohen, bonjour. Bonjour. Maître Sarah Cohen. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes spécialisée dans ce qu'on appelle, on a appelé ça, pour nous faire un petit remèze, à la recherche du terrain perdu, mais en tout cas, vous êtes spécialiste pour récupérer ces terrains, pour les rendre à leurs propriétaires d'origine, chose pas simple, Pas du tout. que vous faites depuis plusieurs années déjà. Exact. Combien de temps? On va dire que mon premier dossier, c'était il y a 9 ans Okay. déjà. Ça a commencé par une cliente à moi qui s'est adressée, qui m'a dit, voilà, je sais que mon grand-père a acheté des terrains dans les années 30 dans le Nord. J'ai 1 ou 2 documents, donc elle n'avait pas la localisation, ni rien du tout, mais juste des preuves d'achat. Elle habite en Israël? Non, elle n'habite pas, elle habite à Paris. Elle n'a pas trop de contact avec Israël, enfin pas du tout. Elle pensait dans sa tête que, puisqu'ils ne s'en sont pas occupés pendant des années, donc c'était perdu. Pourquoi perdu, je ne sais pas. Elle pensait peut-être que l'État... Il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Exactement, oui. Je me suis rendu compte que vraiment... Ouais. Et d'ailleurs, un jour, elle a lu m'a dit un article dans un journal, je ne sais pas si c'était le Jérusalem Post ou l'Actualité juive en tout cas, et elle s'est dit, alors c'est pas perdu. Et c'est là où en fait elle s'est lancée dans la recherche d'un avocat pour s'occuper de cette affaire. Alors, comment on fait quand on a un terrain on a entendu dans une famille que oui, on était propriétaire, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, ça peut remonter loin, avait une maison, un terrain, une usine, un bureau, bref, quelque chose. Comment on fait pour essayer de le récupérer? Est-ce que la procédure est longue d'abord? Alors, c'est sûr que ce sont des dossiers longs, mais des dossiers qui ne demandent pas trop d'investissement de la part du client. C'est-à-dire, à part s'il a des documents à nous fournir, c'est parfait. C'est sûr que ça nous facilite le travail. Parfois même, quand il n'a pas du tout de documents, il suffit juste qu'il nous donne le nom de la personne. Le nom de la personne qui est censée avoir acheté ce bien, c'est ce qu'il vous faut, oui. Même s'il n'y a aucun document. Alors, le problème, c'est qu'en général, c'est des gens qui ont acheté en venant d'Europe, donc ils n'ont pas de numéro de Teudat Zehut, donc d'identité israélienne. Donc ça nous complique encore le travail. Et il nous faut le nom et un peu l'histoire. Comment il a fait pour acheter, avec qui il était en contact et de quel pays il venait. Parce que, par exemple, les gens d'Angleterre achetaient dans certaines zones d'Israël et les Français achetaient ailleurs et les Polonais achetaient ailleurs, parce qu'il y avait des sociétés qui venaient pour essayer un petit peu de faire acheter aux Juifs d'Europe des biens en Israël. Alors, ce sont des Juifs d'Europe qui, sentant le vent tourner, se sont dit on va investir en Palestine, c'est ça? Voilà. En fait, l'histoire de ma cliente ici, juste pour vous illustrer illustrer un peu de quoi on parle. Dans les années 30, son grand-père et son père ont senti le vent, enfin son grand-père surtout, elle disait, ont senti le vent tourner en Europe, ils ont dit que ça sentait pas très bon pour les Juifs. Et il s'est dit, on va aller acheter quelque chose, et comme ça, on va revenir, on va prendre notre famille et on va s'installer en Palestine, voilà. À l'époque. Et en fait, le grand-père et le père de ma cliente sont partis ensemble, donc dans les années 31-32, je sais plus exactement. Et ils sont venus, ils ont acheté. Donc le père avait acheté des terrains dans le nord, et le grand-père, qui était un peu plus pragmatique, lui, il a acheté vraiment une maison à Tel Aviv. Et ils sont rentrés pour prendre leur famille. Et malheureusement, la guerre a éclaté à ce moment-là. De Pologne, c'est ça? Ils étaient de Pologne? Oui, ils étaient de Pologne. Et après, ils étaient partis en France. Et donc, quand ils sont rentrés en France, la guerre a éclaté. Ils ne pouvaient plus sortir du pays. Et du coup, ils n'ont pas pu, si vous voulez, prendre leur famille et partir. Mais ils avaient déjà acheté ces biens. Donc, les terrains... son père avait localisé certains terrains et les avait achetés. Et le grand-père avait acheté uniquement une maison à Tel Aviv, dans un quartier. Et donc ma cliente, quand s'était adressée à moi, on a commencé par les terrains de
du Nord. Alors, elle avait quelques papiers pour les terrains. Pour les terrains du Nord, c'était un peu plus facile, même s'il y a encore, par exemple, un terrain que je n'ai pas trouvé. Pas encore. Voilà, pour vous dire que le dossier continue tout le temps. Combien de temps de solutionner une affaire pareille? Un des terrains a été retrouvé, et donc on a terminé ça je pense, en 4 ans. 3-4 ans. C'est quand même très long. C'est très long, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas uniquement les terrains, il faut aussi prouver qui sont les héritiers. Quand je viens et je dis, voilà, Madame X, Madame Cohen est propriétaire, ils me disent, qui est Madame Cohen? Prouvez-nous que cette Madame Cohen est bien la fille de... Donc vous devez prouver la filiation avec le propriétaire originel. Exact. Et vous devez prouver quoi encore? Et je dois trouver d'abord le terrain. Une fois que j'ai trouvé, je sais où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a été vendu, est-ce que c'est plutôt de l'argent qu'on va recevoir comme compensation, et même lorsque je trouve le terrain, par exemple, qui peut être géré par l'État, qu'on appelle l'administrateur général des biens, dans le cas par exemple d'un des terrains du Nord, il était géré par l'administrateur du bien. Comment on dit ça en hébreu? Apotropous Haklali. Okay. Depuis 1983, il était géré par l'Apotropous Haklali, et alors c'est une procédure très longue. C'est pas parce que je leur toque à la porte et je leur dis voici, c'est le grand-père de ma cliente ou le père de ma cliente qui me disent tiens, prends les clés, évidemment. Ça se passe pas comme ça. Pas du tout. Comment ça se passe? Alors, d'abord, ils me demandent des preuves, et puis ils étaient un peu perplexes parce que les gens qui avaient acheté justement dans cette ville du Nord, c'était uniquement des anglophones et ils comprenaient pas comment un Français aurait pu acheter là-bas, ni un Polonais. Et puis en fait, en recherchant vraiment, ils ont vu que ça avait l'air de correspondre. Ensuite, il y a une commission. Donc, il y a le titre de propriété, on arrive à retrouver le nom du propriétaire sur Oui, c'est inscrit au cadastre au nom du père de ma cliente. Maintenant, des Sarah Cohen, il y en a beaucoup. Donc, qui dit que cette Sarah Cohen est la fille de ce David Cohen? Donc, c'est à moi de prouver la filiation. Donc, il faut que je prouve donc, tout d'abord, il faut des attestations donc, de ma cliente qui est dû partir au consulat, signer, comme si vous voulez, comme un genre de... Non seulement on fait du droit, on va dire, pur et dur, mais on rentre à fond dans l'histoire des familles. Exact. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant, parce qu'en fait, on découvre une histoire très riche des familles, et surtout une histoire de familles qui ont vécu la Shoah et qui, souvent, avec la Shoah, en fait, soit ils ont carrément perdu le contact avec Israël, soit ils ont perdu le contact entre eux, dans la famille. Parfois, c'est avec nos dossiers, là, je vais vous raconter l'histoire d'un dossier où vraiment, c'est grâce au dossier certains cousins qui habitaient à une ville très proche, ils se sont rencontrés grâce au dossier. Ils m'ont dit, on n'avait aucun contact, on ne les connaissait pas. Donc, vraiment incroyable. Donc, donc on comprend que les procédures sont longues. Alors, c'est votre cabinet qui prend en charge toutes les démarches. Exact. Ça veut dire parce que les gens n'y croient pas, en fait. Ma cliente, elle connaissait l'histoire, donc oui, elle avait de l'espoir, mais ses neveux, ses nièces, non, pour eux, ils connaissaient même pas l'existence de ce terrain, puisqu'encore une fois, les gens ne parlaient pas, donc ils ne connaissaient pas. Donc quand je suis venue leur dire, voilà, il faut signer une procuration, ou je vais m'en occuper, ils me disent, écoutez, allez-y si vous voulez, mais nous, on n'y croit pas. On ne participe pas, on ne paye pas, on vous paye pas, vous le faites. Vous débrouillez. C'est votre travail, et si ça marche, on vous donnera un pourcentage, point. Exact. Ça se passe comme ça en général, même si la procédure dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans même. Ouais. Et en fait, c'est le risque qu'on prend, parce qu'on peut trouver des terrains qui ont une grande valeur et on peut trouver des terrains qui ne valent rien, agricoles, au fond d'Israël. Et finalement, on a travaillé 3-4 ans pour rien. Ouais. Mais c'est un peu le challenge. C'est un peu le challenge, voilà. Ouais. Alors, donc, cette fameuse cliente et son histoire incroyable, vous avez réussi à lui retrouver sa maison dans un très beau quartier, très chic, et une très belle maison en plein cœur de Tel Aviv. Donc, c'est vraiment, pour les héritiers, un cadeau du ciel, quoi. Voilà. Alors là, c'est pas aussi simple que ça. Ça nous a pris vraiment... bien sûr, très longtemps. Alors, le problème de Tel Aviv, contrairement au terrain du Nord, c'est que ma cliente n'avait aucun document, rien du tout. Et on peut quand même retrouver. Et voilà, et on a quand même retrouvé. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on a retrouvé. Elle m'a juste dit, mon grand-père avait acheté dans les années 30, voilà son nom. Je me souviens qu'il y avait des arbres pas très loin, que c'était fleuri, et c'est tout. À partir de là, oui. Mais Tel Aviv d'aujourd'hui, c'est pas Tel Aviv de l'époque. C'est sûr. Donc, comment on peut retrouver ça? Ça paraît incroyable. Alors, au début, j'ai commencé par les archives. Hein. Je travaille de manière assez méthodique, donc j'ai d'abord commencé par les archives. Les archives de la ville de Tel Aviv? Ah non, d'abord les archives, on a ce qu'on appelle Archion Hatzioni, c'est d'abord l'archive sioniste, vous savez, qui est à Jérusalem, à côté de Binyané Haoma. Ok. Et j'ai pas trouvé là-bas, parce que si vous voulez, tous ces gens-là achetaient en général par l'intermédiaire de certaines sociétés qui vendaient des biens aux gens d'Europe ou d'Angleterre, etc. Donc j'ai commencé par ces archives. Ensuite, je me suis adressée à d'autres sociétés aussi. J'ai essayé de voir aussi, parce qu'il y a certains terrains en Israël, vous savez, qui sont gérés par ce
ce qu'on appelle Reshut Mekarkei Israël aujourd'hui, qui était connu comme le Minal Mekarkei Israël, qui gère les terrains d'Israël. Donc je me suis adressée à eux, ils m'ont dit non, on n'a rien au nom de votre client, du défunt. Et après, un jour, j'ai dit à mon associé, je lui ai dit, écoute, on va changer de méthode. Parce que ces méthodes-là, elles ne marchent pas dans ce dossier, puisqu'on n'a rien pour commencer. Donc, j'ai changé de méthode et j'étais sur une méthode plus intéressante. D'enquêteur. Voilà, d'enquêteur, exactement. D'abord, j'ai essayé de voir quels étaient les vieux quartiers de Tel Aviv. Alors, moi, je suis Ola Hadasha aussi, donc si vous voulez, je suis là depuis quelques années, mais je n'ai pas vécu en Israël, donc c'est quand même plus difficile pour moi de savoir quelles sont les anciennes rues et les nouvelles rues de Tel Aviv. Une fois que j'ai fait un peu d'ordre dans tout ça, je lui ai demandé de me sortir les blocs et parcelles d'un certain quartier. Donc ça, c'est le cadastre. Voilà, le cadastre. Tous les blocs, non, mais elle me donne les blocs et parcelles pour que je puisse sortir des relevés de cadastre. C'est ce qu'elle a fait. D'abord, elle s'est un peu moquée de moi. Elle m'a dit, tu perds ton temps, laisse tomber. C'est énorme, mais tu vas jamais trouver comme ça. Je lui ai dit, écoute, tu me sors les blocs et parcelles et moi, je m'occupe du reste. Donc, vous avez listé tous les blocs et parcelles jusqu'à non, mais pas de tout Tel Aviv, d'un certain quartier. D'un certain quartier, vous avez ciblé. Voilà, vous avez ciblé l'ancienneté du quartier. Et j'ai tenté, j'ai sorti donc un samedi soir les blocs parcelles, j'ai sorti 1, 2, 3, 4, je ne trouvais pas, 15, 20. Et puis, je ne sais plus combien de c'était peut-être le 25e, bingo, je l'ai trouvé. Ça veut dire que vous trouvez waouh, il est inscrit au cadastre. Incroyable. Magnifique, incroyable. Avec le nom du grand-père. Donc là, je passe tout de suite un coup de fil à mon associé. Je lui dis, j'ai trouvé. Elle me dit, demain matin, on y va. Le lendemain matin, on part donc à Tel Aviv. Mais là, on se rend compte, on se dit, qui c'est qui habite dans cette maison? Donc, vous trouvez la maison. On trouve la maison. Et elle est habitée, Elle évidemment. est habitée avec le toute nom belle, de quelqu'un. Non, elle n'est pas toute belle. C'est une vieille maison. Elle n'a pas été retapée depuis. Elle est quand même mieux que ce qui était dans les années 30. Mais il y avait un nom dessus et des volets baissés et on voyait le compteur d'eau qui marchait. Donc, quelqu'un habite dans cette maison. Sans droit ni titre. Alors ça, on ne savait pas. Peut-être que le grand-père aurait vendu et tout ça, on ne connaissait pas la suite. Donc on s'est dit, il faut qu'on regarde qui habite là-bas. Donc on a cherché déjà à la mairie de Tel Aviv, il était bien inscrit comme propriétaire. Mais d'un côté, au cadastre, il n'était pas inscrit. Le nom qui était sur la porte était inscrit comme propriétaire à la mairie, mais pas au cadastre. Voilà. En fait, propriétaire, si vous voulez. Vous êtes enquêtrice, quoi, en fait. Voilà. Avocate, on a changé de chapeau. Ouais. Et ensuite, parallèlement, donc on a cherché un peu l'histoire de nous, on l'a appelé tout de suite le squatter parce qu'on s'est dit, ça y est, on a trouvé la maison, il n'y a pas de raison qu'elle soit plus à notre cliente. Et en parallèle, il faut aussi commencer à avancer au niveau de la filiation de la famille, puisque c'est pas une seule branche. Vous imaginez bien le grand-père. Ça veut dire que quand on retrouve un bien comme ça, il faut, si jamais on prouve, oui, le titre de propriété et oui, les filiations respectives, il faut trouver tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Même ceux qui sont décédés, il faut prouver qu'ils sont décédés. Bien sûr. C'est ça qui prend du temps. Et il faut descendre jusqu'aux héritiers d'aujourd'hui. Il faut que je puisse prouver que les héritiers. Combien de générations ça peut faire 3, 4 générations. Dans ce cas-là, c'est 3 ou 4 générations. Et sachant qu'il y a. C'est un travail de plusieurs années. Vraiment. Alors, ouais. Vraiment. Pour prouver au juge que oui, il y a des descendants et que si on arrive à vendre le bien, il faut que chacun reçoive sa part. Voilà. Exactement, quelle est la part, et puis prouver... D'abord, il faut commencer par la première génération, donc le grand-père en question, il avait 4 filles, une des filles est morte dans la Shoah avec ses filles, il fallait déjà que je prouve qu'elle est vraiment morte dans la Shoah, parce que là, c'était l'histoire que ma cliente m'a racontée, mais il faut que je lui donne des preuves, donc déjà, aller à Yad Vashem, sortir les noms, prouver, etc. Le procureur, il ne vous fait pas du tout de cadeau. La femme était mariée, le mari est-il mort aussi à Auschwitz? Donc le mari n'était pas mort à Auschwitz, il est ressorti. Donc après, il faut prouver qu'il est mort sans descendants. C'est pas facile non plus parce que, par exemple, en France, vous pouvez pas sortir de documents de la mairie disant qu'il est mort sans descendants, vous voyez. Et puis voilà, ça n'existe pas. Justement, c'est ce que ma cliente m'a dit. Le procureur vous demande des choses qui sont impossibles. Peut-être qu'il a eu un enfant aux États-Unis, on n'en sait rien. Mais bon, j'ai amené plusieurs preuves et il était tranquille. Il est mort quelques années après la Shoah. J'ai amené des témoignages qui montraient vraiment qu'il n'était pas en état. Il était le pauvre vraiment cassé par ce désastre familial. Et donc déjà une branche
malheureusement, cette branche-là, si vous voulez, elle est de côté. Alors, c'est pas toujours le cas dans toutes les familles, j'imagine, dans toutes les histoires de récupération de terrain. C'est pas toujours si compliqué ou en général, c'est très compliqué? Ça dépend depuis combien de temps. Là, c'est des biens qui ont été achetés dans les années 30, avant la création de l'État d'Israël. Donc, on a déjà plusieurs générations qui sont passées. Maintenant, si c'est des gens qui ont acheté il y a 20 ou 30 ans, c'est déjà beaucoup plus facile. Évidemment, si c'est des Israéliens, ça peut arriver aussi que des Israéliens. J'ai des Israéliens qui m'ont contacté en me disant, voilà, notre père avait acheté. Alors souvent, ils seront inscrits avec le numéro d'identité israélienne et c'est plus facile. On peut chercher aux impôts, on peut chercher dans d'autres endroits. Mais dans le cas de gens qui là, par exemple, dans ce cas-là où c'était des Français et que j'avais aucun document, alors là, oui, on part de zéro, sachant que, par exemple, dans ce cas-là, le grand-père avait encore 3 filles et donc chaque fille est déjà décédée et certains de leurs enfants sont déjà décédés. Donc on a 3 ou 4 générations à remonter. À remonter. Qu'exige le juge dans ces affaires-là? Parce que j'imagine qu'il faut aller ensuite au tribunal pour prouver la véracité du lien de propriété. Alors, puisque le grand-père est mort en Israël, donc, et qu'il était, si on veut, entre guillemets, résident israélien à la fin de sa vie, donc c'est le registre des successions qui s'en occupe pour le grand-père. Maintenant, les filles sont toutes mortes en France, donc ça passe au tribunal. Donc ça aussi... Au tribunal israélien? Au tribunal de Tel Aviv, puisque le bien était à Tel Aviv. D'accord. Et là, il faut prouver, rien que pour... C'est-à-dire, il faut prouver avec des extraits d'actes de naissance, avec l'acte de décès. Dans l'acte de décès en France, écrit fille 2 et fils 2. Il faut prouver que c'est la même personne. C'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Vraiment un travail de titan de minutie. Et c'est en fait, si vous voulez, dans ce travail-là qu'on découvre qui est la famille et quelle est l'histoire de la famille. Vous avez découvert une histoire extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, à chaque fois, j'imagine que c'est extraordinaire. Ah oui, là, mais vraiment extraordinaire. On a découvert surtout une histoire d'une famille qui a vécu la Shoah et qui a essayé de se reconstruire après. Les gens me disent oui, mais pourquoi pendant toutes ces années ils n'ont pas fait de recherches, et on ne comprend pas aujourd'hui avec la perspective de l'époque. J'ai dû expliquer ça au juge justement dans le procès contre le... Parce que pour revenir en fait à la maison en question, lorsqu'on a découvert que ce squatter n'avait pas de droit et que juste il se faisait passer, donc on l'a attaqué. Et donc, un des témoignages au tribunal, moi-même j'ai témoigné puisque j'ai fait moi-même les recherches sur la famille, et le juge m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait toutes ces années ? Et moi-même, j'ai expliqué, parce que c'est ce que j'ai compris au bout de plusieurs années de travail, qu'en fait, nous, vous voyez, on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, 2019, où vous avez un problème, Israël, c'est facile. Et puis, comment on communique ? WhatsApp, mail, téléphone, enfin, tout est facile aujourd'hui. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, dans le dossier au tribunal de grande instance, il y avait un vieux dossier de succession au nom du grand-père, et qui n'a pas été terminé, puisqu'en fait, après, la grand-mère est décédée aussi, et on n'a pas eu besoin, si vous voulez, de finir le dossier, ce qui est en soi une négligence un peu de l'État, mais bon, ça, on met ça de côté. Et là-bas, il y avait le nom des 3 filles. Mais seulement, il leur envoyait des courriers qui revenaient, puisque c'était pas la bonne adresse. Ils envoyaient des télégraphes, les télégraphes n'arrivaient pas toujours. C'est pas du tout ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Il faut se remettre. Le juge a compris. Oui, il a compris, bien sûr, il a compris. Il m'a dit vraiment, c'est vrai qu'on a du mal à se remettre en fait dans les yeux. Vous avez eu gain de cause, et ça c'est On a eu gain de cause. On a eu gain de cause. Voilà. On a fait sortir les locataires qui étaient là-bas, celui qui se faisait passer pour le propriétaire. Et non seulement on a eu gain de cause et ils ont évacué le bien, mais aussi ils ont dû payer des indemnités à la succession. La succession. Incroyable. Donc je suis moi-même la gérante de la succession. Parce que alors c'est obligatoire ça, de gérer la succession quand on a été l'avocat de la famille? C'est pas un peu bizarre? Non, alors c'est pas obligatoire. Par exemple, dans le cas des terrains du Nord, je n'ai pas demandé à être nommée gérant de la succession, puisque je connaissais tous les héritiers qui étaient d'accord. S'entendaient bien, il n'y avait pas de problème. Alors ici, j'ai pas de problème, ils s'entendent bien, ils se connaissent à peine, je leur écris des mails, ils me répondent tous, faites comme ci, faites comme ça. Mais le problème, c'est qu'on avait, dans le cas de la succession, des héritiers inconnus, dont par exemple une héritière, on m'avait dit qu'elle avait disparu, et dès qu'il y a quelqu'un de disparu, je ne peux pas prendre de décision. Ça bloque tout. Voilà. Donc il fallait être nommé gérant de la succession aussi pour avoir un statut juridique contre le squatter, parce que sinon, qui je suis pour l'attaquer? Et donc, c'est compliqué, bien sûr. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Parce que je vois. C'est pas uniquement un contrat, c'est vraiment l'histoire d'une famille. Et ce qui est important aussi, c'est que les gens sachent que c'est possible.
Ouais. Même sans C'est document. pour ça que vous êtes là d'ailleurs, pour expliquer. C'est vrai qu'on parle de tout un tas de sujets sur cette antenne. C'est la première fois qu'on parle de ce genre de cas, mais il y en a beaucoup. Alors là, vous nous parliez des gens qui étaient, qui ont été victimes de la Shoah, qui ont disparu, etc. après la guerre, mais il y a aussi des gens qui étaient aux États-Unis, qui sont venus acheter des terrains, puis qui sont partis, et puis qui sont morts en chemin, et c'est resté comme ça en déshérence. Il y a des tas de biens en déshérence en Israël. Il y a aussi des gens de Tunisie, d'Algérie qui sont venus. Algérie, c'est déjà plus rare, mais qui sont venus aussi dans les années 20, qui ont acheté des terrains dans les années même 60, même 70. Et puis après, c'est pour X raisons. C'est resté comme ça. À l'abandon. Et puis d'autres ont squatté. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas trop. Mais vous êtes en train de nous dire qu'on peut les récupérer. Il y a des procédures juridiques longues. Pas coûteuses, puisque c'est votre cabinet qui les prend en charge. Voilà. En plus, je prends en charge de manière provisoire. Une fois que le dossier est terminé, évidemment. Une fois que le dossier est terminé et qu'il y a une vente d'un bien, d'un terrain, vous récupérez vos honoraires. C'est tout à fait normal et usuel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose qu'on doit faire quand on est dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent tiens, si j'essayais. La première chose à faire, c'est nous contacter. Vous contacter. Exact. Okay. Bon, alors, vous avez une page Facebook? Oui. C'est Shor Cohen, la page Facebook? Cabinet d'avocat Shor Cohen. On peut vous écrire en français, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'est facile. Page Facebook Shor Cohen. On vous trouve aussi en vous googlisant, j'imagine. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, vous avez eu gain de cause dans cette affaire. Ça a duré combien de temps? Je pense bien 5-6 ans. 6 ans. Ouais. Là, on est au stade où on va vendre le bien, puisque le bien est vide aujourd'hui. Et là, vous allez le vendre. En fait, on avait deux problèmes. On avait le problème du squatter et on avait aussi le voisin d'à côté qui avait aussi empiété sur le bien. Et donc, on a dû aussi attaquer le voisin. Ça nous a pris encore presque 12 mois de plus pour avoir gain de cause contre le voisin. Vous avez récupéré... On a récupéré également. On a eu gain de cause aussi du voisin qui va devoir aussi payer, d'ailleurs. Parce que, et encore une fois, ce qui est incroyable dans ces histoires, c'est que c'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas de droit, mais ils se sont tellement attachés au bien qu'ils ne sont pas prêts de partir. Ouais. Même quand vous leur dites « partez aujourd'hui, vous ne paierez pas », non, ils ne sont pas d'accord. Ils sont sûrs qu'ils vont réussir à... Voilà. L'ancienneté. Ils se sont attachés. Je pense que quelqu'un a du mal à se séparer de quelque chose sur lequel il... si ça lui appartient pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. J'ai découvert que les gens, même si ce n'est pas à eux, ils savent très bien que finalement, ils vont perdre. Enfin, je suppose, à moins que leur avocat leur ait fait croire monts et merveilles. Mais sinon, mais ils ne sont pas prêts de lâcher prise. Ouais. C'est difficile pour eux. Bon, en tout cas, vous êtes là pour rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit. Voilà, donc on peut vous contacter pour essayer de récupérer ces fameux terrains perdus, même sans papier, sans titre de propriété, sans rien. Vous pouvez, grâce à des enquêtes très minutieuses, vous qui connaissez bien les arcanes juridiques d'Israël, avoir gain de cause. Donc bravo pour ce travail. Merci. Passionnant, vous revenez quand vous voulez. Et puis voilà, vous n'avez qu'à la contacter si vous êtes dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci à vous. De rien, à bientôt. Ciao, ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.